Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo d'une toute nouvelle série des dossiers de Mon Petit Python, sous forme de vrai ou faux. Le but de ce format va être de répondre en profondeur à une question sur les Thamnophis ou les serpents en général. Ce tout premier épisode portera aujourd'hui sur le fait de savoir si les Thamnophis sont, oui ou non, des serpents venimeux. C'est en effet une question qui revient souvent et dont la réponse, je crois, est assez intéressante. Alors, disons-le tout de suite, non, les Thamnophis ne sont pas venimeux. En effet, en nous penchant un peu sur les définitions, sur le plan zoologique, un serpent venimeux se caractérise par sa capacité à fabriquer du venin, puis à l'injecter dans la zone mordue grâce à une denture spécialisée. Or, les Thamnophis ne possèdent pas de crochet ni de glandes à venin, et ne peuvent donc pas en inoculer lors de leur morsure. Leur denture, nous allons le voir un peu plus tard, n'est pas adaptée à injecter du venin. D'ailleurs, ils n'ont pas du tout le comportement de chasse des serpents venimeux. Ces derniers possèdent en effet toujours plus ou moins la même façon de procéder. Ils vont commencer par frapper leur proie de façon très rapide, histoire de leur injecter une dose mortelle de venin. Et ensuite, ils se contentent d'attendre gentiment à proximité que ce dernier fasse effet et que la proie meure avant de commencer à la manger. Les Thamnophis ne sont pas non plus des serpents constricteurs. Ils n'étouffent pas leur proie afin de la faire mourir. Non, les Thamnophis mangent la grande majorité de leur proie vivante. Une fois qu'ils l'ont attrapée, ils ne la relâchent pas et se mettent le plus vite possible en quête d'une position pour l'ingérer. Toutefois, nous n'avons pas répondu à tout, et la question ne trouve pas son unique réponse ici. Et il est très intéressant d'étudier plus en profondeur la question de la venimosité des serpents pour comprendre la dangerosité potentielle des Thamnophis au sujet de leur morsure, et tirer au clair quelques controverses qui existent sur le sujet. Vous êtes prêts ? C'est parti. Quel est le type de denture des Thamnophis ? La toute première question à se poser pour évaluer le risque lié à la morsure d'un serpent en général est de connaître ce que l'on appelle son type de denture. Il en existe deux chez les serpents, et cela est un critère déterminant, pour ne pas dire le critère déterminant, pour savoir s'ils sont en capacité d'injecter du venin ou pas. Les serpents possèdent tous des dents pointues et orientées vers l'arrière de leur bouche, afin d'empêcher leur proie de s'échapper lors de l'ingestion de cette dernière, puisqu'évidemment, ils n'ont pas de membres externes, comme nous avons nos bras et nos mains, pour pousser les proies ou la nourriture vers leur bouche. Mais revenons tout d'abord à nos deux types de dentures. Le premier type est celui des serpents dits aglyphes. Leur particularité est que leur denture ne possède pas de crochet pour injecter le venin. Les Thamnophis, comme la très grande majorité des serpents que l'on retrouve en captivité, sont des serpents aglyphes. Leurs dents sont donc pleines, on dit aussi qu'elles ne sont pas sillonnées. En effet, les crochets à venin sont sillonnés pour permettre le passage du venin. Les serpents aglyphes, et donc les Thamnophis, ne possèdent pas non plus de glandes à venin à l'arrière de leur mâchoire. Penchons-nous donc maintenant sur le second type de denture. Ces serpents sont dits glyphodontes, ce qui signifie qu'ils possèdent des crochets. Maintenant, tous n'ont pas la même dangerosité, ni le même prototype de crochet. On les subdivise donc en trois catégories. Les opistoglyphes, les protéroglyphes et les solénoglyphes. Les serpents opistoglyphes possèdent donc des crochets sillonnés, parfois assez nombreux, qui permettent l'écoulement du venin. Une petite remarque intéressante serait de remarquer que beaucoup de colubridés sont opistoglyphes, environ un tiers de la famille, souvent des espèces arboricoles. Beaucoup de couleuvres sont donc capables, contrairement aux idées reçues, d'injecter du venin. C'est même le cas, figurez-vous, d'une espèce française, la couleuvre de Montpellier, qui peut mesurer jusqu'à 2,50 m et chaque année, ces morsures provoquent des accidents. Toutefois, beaucoup des serpents opistoglyphes, et notamment ceux de petite taille,
demeurent assez inoffensifs, en raison de l'orientation arrière de leurs dents, qui a parfois du mal à bien pénétrer la peau de l'homme. Mais attention à certains gros spécimens de ces serpents, à la mâchoire forte et puissante, qui peuvent occasionner de gros dommages, comme nous l'avons vu avec la couleuvre de Montpellier. Intéressons-nous maintenant aux protéroglyphes. Ces derniers possèdent leurs crochets sur le devant de leur mâchoire. Ils sont suivis de dents qui diminuent en taille plus en arrière de cette dernière. Ils peuvent parfois cracher leur venin à une distance certaine, ce qui les rend d'autant plus dangereux. On pense notamment ici à certains cobras ou najas. Ils possèdent bien évidemment crochets et glandes à venin. Enfin, les solénoglyphes. Ces serpents possèdent probablement le système venimeux le plus complet des ophidiens. Les crochets sont situés au bout d'une dent très longue, qui rentre en profondeur dans le corps de leur victime. De plus, lorsque le serpent a la gueule fermée, ses crochets vont se rétracter horizontalement dans celle-ci, et ne se déploient que lorsque le serpent ouvre de nouveau la gueule. Ce type de dentition est assez typique des crotales, par exemple. Voici d'ailleurs un petit tableau récapitulatif de ce que nous venons de dire. Ce dernier est issu de la thèse universitaire d'Aurore Diès, qui l'a présenté pour l'obtention de son diplôme de docteur en pharmacie en 2014. Je me suis en partie inspiré de ses travaux pour réaliser cette vidéo. Je rappelle que les thamnophis font donc bel et bien partie des serpents dits aglyphes. La glande de Duvernois. Nous venons de le voir, les thamnophis n'ont ni crochet ni glande à venin. Cela signifie-t-il pour autant qu'ils sont parfaitement dépourvus de tout risque de toxicité lorsqu'ils mordent? La réponse est non. Il nous faut donc désormais comprendre pourquoi, en nous intéressant à ce que l'on appelle la glande de Duvernois, inspirée du nom de Louis-Georges Duvernois, un zoologiste français qui a mis en évidence la fonction de cette glande, que l'on retrouve notamment chez les thamnophis, mais aussi chez énormément de serpents que l'on a en captivité fréquemment. Cette glande, quelle est-elle? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il faut encore apprendre beaucoup de choses au sujet de cette dernière, mais on peut toutefois en dire plusieurs éléments. Elle se situe derrière l'œil de votre serpent, et ses sécrétions sont déversées dans les dents maxillaires postérieures de ce dernier. Cette sécrétion est toxique. Toutefois, cette glande ne permet pas de stocker, contrairement aux glandes à venin, des quantités importantes de substances toxiques, même si des petites structures situées derrière l'œil de l'animal, les alvéolis, permettent d'en garder un petit peu. Ces substances toxiques ne seront injectées vraiment efficacement qu'en présence de crochets, chez les serpents qui ne sont donc pas aglyphes. Notons enfin que cette glande n'est pas reliée à un muscle puissant injecteur, comme c'est le cas pour les glandes à venin. En effet, et contrairement aux glandes à venin, la glande de Duvernois, même si son rôle précis reste encore à définir, ne possède pas qu'une fonction toxique. Elle est avant tout là pour aider à l'ingestion des proies, aider à l'hygiène de la gueule de l'animal, puisqu'elle possède sans doute un rôle antibactérien, et aide aussi à la préparation de la digestion. Ce n'est donc pas à proprement parler un mécanisme de prédation, même si leur toxicité aide aussi certainement à affaiblir les proies que les serpents ont capturées. Les thamnophis sont-ils dangereux à cause de la présence de cette glande de Duvernois? Calmons le jeu tout de suite. La réponse est non. Il n'existe pas de cas recensés de thamnophis dont la morsure ait occasionné des complications graves ou entraîné le décès d'une personne. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Premièrement, comme nous l'avons déjà vu, les thamnophis sont des serpents aglyphes. Ils ne possèdent donc, je vous le rappelle, ni crochet à venin, ni dents sillonnées comme nous l'avons vu plus haut. Ils ont le type de denture le moins nocif des ophidiens. La dentition des thamnophis est régulière, sans dents plus fortes ou plus protubérantes que les autres, ni de dents sillonnées comme cela peut être le cas chez les hétérodons nasicus par exemple. De ce fait, même en cas de morsure, il est très rare que ces dernières soient toxiques. Je vous montre d'ailleurs un comparatif des mâchoires de ces deux espèces, à gauche les thamnophis et à droite l'hétérodon nasicus, afin que vous vous rendiez compte par vous-même de la différence entre ces dernières.
Cette dentition assez peu développée fait que la morsure est d'ailleurs plutôt rare chez les Thamnophis. N'oubliez pas que beaucoup privilégient la libération d'un musc comme système de défense. Le musc est en fait une substance malodorante qui sort du cloaque de l'animal et qui a pour but de faire fuir un éventuel prédateur. La puissance des serpents et de leurs morsures est un élément capital pour juger de la dangerosité de cette dernière. Or, les Thamnophis sont des petits serpents. Les plus grosses femelles atteignent exceptionnellement des tailles comme 1,20 m, mais pas plus, et leur morsure est donc d'assez faible intensité. Cela leur sera suffisant pour impacter toxiquement des petites proies de leur régime alimentaire, telles que les grenouilles, des petits rongeurs ou des poissons, mais il en sera évidemment tout autre au sujet de l'homme, dont le cuir est quand même bien plus épais. La morsure des Thamnophis est-elle donc complètement inoffensive pour l'homme ? Eh bien, la réponse est pas tout à fait. Mais pour avoir des risques de toxicité, il faut quand même imaginer des scénarios bien ampoulés. Il a été relevé des cas de morsure ayant entraîné de faibles réactions sur des hommes. Celle-ci se présente sous la forme d'une peau un peu gonflée ou enflée sur la zone de morsure, mais qui ne présente pas de complications, et tout redevient normal en quelques heures. Les cas sont d'ailleurs très rares, et la plupart des hommes ne sont absolument pas impactés après une morsure de Thamnophis. En effet, pour que l'homme y soit sensible, il faut quand même que beaucoup de facteurs soient réunis. Le premier sera de se faire mordre longtemps, par un spécimen de grosse taille, afin que la morsure soit un peu puissante et ait des chances de pénétrer le cuir. Le risque augmentera encore un peu si le serpent mâchouille votre doigt pendant 2-3 minutes, pouvant alors entraîner des lésions capables de laisser pénétrer un peu de toxicité par le biais de la salive. Enfin, et même si cela reste assez peu connu, il est probable que les hommes impactés présentent une petite faiblesse naturelle, comme une sorte d'allergie, pour que le désagrément ait vraiment lieu. En tous les cas, si vous vous faites mordre, je vous conseille, comme pour n'importe quelle morsure, de bien vous nettoyer et de désinfecter la morsure avec de l'alcool. Pour finir, je dirais que certains serpents que l'on retrouve facilement en captivité sont bien plus dangereux au niveau de la morsure que les Thamnophis. Et pourtant, on aborde assez peu cette question à leur sujet, alors qu'elle revient régulièrement au sujet des Thamnophis. La morsure de certains groboidés, par exemple, peut poser bien plus de désagréments. Et que dire de l'Heterodon nasicus, petit en taille, mais potentiellement bien plus dangereux au niveau de la morsure. Je vous mets d'ailleurs en lien un cas d'envenimation. Ces derniers arrivent extrêmement rarement, mais un cas quand même d'une morsure de ce serpent sur un soigneur de parc zoologique. Pour en finir avec ce sujet, je dirais donc que les Thamnophis ne sont pas officiellement 100% inoffensifs, car le risque zéro n'existe pas, et avec aucun serpent. Chaque année, de rares cas présentent des morsures avec de légères inflammations. Toutefois, il faut raison garder, et je pense que ce n'est pas un argument qui doit doucher l'envie et l'enthousiasme des éleveurs de prendre des Thamnophis pour les élever. Il y a un risque, très mineur sur ce sujet, mais qui ne mérite probablement pas non plus une peur qui serait complètement disproportionnée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre encore un peu plus sur ces serpents trop méconnus que sont les Thamnophis. Je vous salue donc bien bas, vous et vos bêtes à écailles, et je vous dis à la prochaine.